Bonjour, rebonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour ce nouveau grand plateau. Alors vous venez de voir le titre qui synthétise notre sujet de l'après-midi, de ce début d'après-midi. On va peut-être le revoir encore ensemble parce que quand les titres sont longs, c'est que généralement chaque mot compte. Et là c'est le cas. Vous allez voir, innover et au service d'une société plus inclusive et équilibrée sur les territoires. C'est ainsi qu'on a dénommé cette table ronde qui réunit, vous allez le voir, des profils et des compétences volontairement variés, parce que nous sommes partis du principe que l'innovation, ce n'était pas uniquement de la technologie, uniquement du numérique, mais qu'elle pouvait se décliner de bien des façons pour irriguer à la fois les métiers des entreprises, mais aussi les territoires dans lesquels celles-ci sont implantées. Et c'est cela qu'on va partager ensemble avec les invités qui vont me rejoindre tout de suite sur le plateau pour en débattre. Je vais inviter Karine Blanc, qui est la directrice du fonds de dotation Finoé. Merci d'être avec nous. Vous avez le droit d'enlever votre masque lorsque vous êtes sur scène. On peut vous applaudir. J'invite également Laurent Bocquer, directeur régional de la SNCF en Bretagne. Merci de nous rejoindre. Guillaume Loyer, qui est le directeur de l'aménagement et du développement Promotion Bretagne au sein du groupe immobilier Giboire. Merci également d'être là. Je n'oublie pas Hugues Mély, que nous avons déjà entendu ce matin et qu'on retrouve avec plaisir, président de Niji, et Sylvia Porta, qui est la responsable du développement et de l'engagement sociétal pour la région Bretagne et Pays de la Loire du groupe AG2R La Mondiale. Voilà, alors effectivement, c'est un large panel. Merci de prendre place les uns et les autres. Vous avez, comme à l'accoutumée, un micro pour chacun, des gestes barrières qui sont là, des distances normalement qui sont respectées, et nous sommes partis pour 45 minutes d'échange et de débat. Autour de cette question de l'inclusion, le mot est à la mode, on le retrouve souvent, j'allais dire presque à toutes les sauces, les sociétés inclusives. Qu'est-ce qu'on entend par là et comment on peut apporter de l'innovation de manière très concrète. Vous savez que durant ces 2 jours au Forum économique breton, on a eu envie collectivement de co-construire cette approche économique régionale de manière concrète et constructive et sobre aussi, en étant vraiment au plus près du terrain. Et je vous propose qu'à travers les 5 témoignages et les 5 éclairages que nous allons partager ensemble, on puisse balayer 4 axes. Vous allez voir qu'il y en a un qui peut peut-être être réuni un petit peu. C'est l'innovation par la finance, parce que oui, on peut faire de la finance peut-être un peu autrement et être innovant dans ce domaine. On en parlera avec vous dans quelques instants, Karine Blanc qui est au milieu de ce plateau pour le fonds de dotation Finoé. On peut aussi innover, et c'est important actuellement, par l'habitat et par l'aménagement du territoire. C'est évidemment le sujet de prédilection de Guillaume Loyer du groupe Giboire. Et vous nous direz que dans ce domaine, d'abord il y a des innovations qui existent, mais il y a aussi des contraintes à surmonter et peut-être à faire preuve d'audace pour construire différemment, construire autrement et construire pour tout le monde. C'est important aussi, et on retrouve la notion d'inclusion dont nous parlions en introduction. Et puis l'innovation, quand on parle de société inclusive, elle peut aussi se jouer sur des terrains auxquels on pense un peu spontanément, qui sont ceux des solidarités et de l'engagement territorial. Ces 2 aspects, on va les aborder avec votre regard, Laurent Bocquer, directeur régional de SNCF en Bretagne, puisque au travers des actions que vous menez dans votre entreprise, eh bien, il y a ce souci de maillage territorial et de solidarité. On verra de quelle manière ensemble dans quelques instants. Et puis on en parlera aussi avec vous, Sylvia Porta, pour le groupe AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale que l'on connaît bien tout au long de la vie, et puis aussi actif auprès des acteurs de solidarité sur le territoire ici en Bretagne. Et vous nous direz de quelle manière justement vous accompagnez très concrètement des initiatives qui aident à faire la Bretagne peut-être de manière un peu plus inclusive et plus solidaire. Il nous a paru effectivement important, ça a été dit ce matin, j'insiste 30 secondes là-dessus parce que je crois que c'est important qu'on s'en persuade tous. L'édition actuelle du FEB qui se tient aujourd'hui et demain a été profondément repensée, y compris dans son intention, et on a souhaité, à la lumière de la crise et des moments particuliers que nous avons vécus ces derniers mois, y inclure justement ces dimensions de solidarité, parce que ça nous a semblé être important et peut-être une marque de fabrique aussi de l'économie bretonne qui s'était révélée durant la période de crise que nous avons connue. Les solidarités, on en a vu beaucoup à l'œuvre, et je pense que ce plateau va nous permettre peut-être de revenir sur certaines d'entre elles et surtout d'essayer de comprendre comment les choses peuvent se passer. Et puis évidemment,
en transversal de tout ça, et je ne vous ai pas oublié, cher Hugues Méli, il y a le numérique. Et le numérique, on va s'apercevoir que dans chacune de ces initiatives dont j'ai parlé rapidement, il agit comme un booster, comme un accélérateur, comme un facilitateur. C'est votre domaine, hein, c'est là-dessus que vous travaillez depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, et il rend possible ce numérique. Il est un facteur d'inclusion, et c'est ce qu'il va falloir qu'on voit ensemble, comment concilier les attentes sociétales et puis peut-être aussi les usages que nous en avons les uns et les autres. On ne manquera pas d'en débattre avec vous. Voilà, vous avez le programme, c'est un peu éclectique, mais je pense que grâce à la qualité de nos intervenants, tout ça va être tout à fait passionnant. Je vois que Karine Blanc prend le micro. Vous avez raison, j'avais envie de commencer avec vous, Karine, pour parler de la manière dont on peut innover en matière financière, parce que vous êtes directrice d'une toute nouvelle structure, une nouvelle entité, un fonds de dotation qui s'appelle Finoé. Finoé, c'est joli, mais ça veut dire quelque chose. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Finoé signifie philanthropie, finance, objectif, emploi. Donc, chaque lettre a son importance. Chaque lettre a son importance, et en fait, effectivement, Finoé est un fonds de dotation qui, au service des territoires et de l'emploi. Il vient d'être lancé. Hein, il vient d'être lancé en début d'année. Un peu retardé par la période Covid. J'ai pris effectivement la direction de ce fonds tout à fait juste avant le confinement en février, mais ce qui a me permis de lancer le fonds aussi bien en termes de communication, de démarches informatiques ou de procédures. Alors on n'est pas là pour faire la publicité du fonds, mais quand même expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y a des outils et il y a un effet levier surtout dans ce qui est proposé. Complètement. Alors d'abord, il y a un double objectif sur ce fonds, c'est à la fois de favoriser l'emploi sur les territoires, et puis c'est aussi accompagner le développement des entreprises et des associations. D'accord ? Mais effectivement, l'originalité de ce fonds, à l'origine de ce fonds de dotation, il y a Arkea Capital qui souhaitait créer un fonds d'investissement alliant à la fois performance et engagement sociétal. Donc, dans ce contexte-là, a été créé Finoé et Arkea Capital 2. Donc, comment est abondé Finoé ? Les investisseurs d'Arkea Capital 2 qui souscrivent au fonds d'Arkea Capital 2 vont reverser 5% de leur investissement à Finoé. Ils le font en connaissance de cause, c'est un engagement en quelque sorte. Complètement, c'est tout à fait volontaire, c'est clairement indiqué effectivement qu'il y a cet engagement sociétal d'accompagner Finoé. Et Finoé est abondé d'une autre manière. Arkea Capital 2 va reverser 30% des commissions de gestion. Ça, c'est pour le fonctionnement du fonds. C'est pour le fonctionnement, donc ça permet à Finoé d'avoir une trésorerie intéressante qui permet effectivement de pouvoir, au fond, d'accompagner une vingtaine de projets par an. Voilà. Alors, il y en a déjà quelques-uns, ça démarre. Hein, vous avez déjà identifié quelques projets. Et tout à fait. Nous avons accompagné en juillet, le conseil d'administration a validé 2 dossiers. Le premier dossier, c'est Mégo, une belle entreprise finistérienne située à Bourg-Blanc. Comme son nom l'indique, il collecte les mégots de cigarettes. Hein, exactement. Et les valorise. Qui collecte et qui effectivement va recycler des mégots de cigarettes et surtout le transformer en mobilier urbain. Donc, et c'est une entreprise qui est unique en Europe dans ce type d'activité. Et dans ce cadre-là, Finoé va accompagner le recrutement et surtout la formation de la force commerciale. Voilà. Et le deuxième projet qui est aussi très emblématique et donc on est fiers d'accompagner, c'est Café Joyeux. Donc Café Joyeux, vous connaissez certainement cette chaîne de café-restaurant qui effectivement à Rennes, à Paris, ailleurs aussi. À Paris, qui emploie des personnes en situation de handicap, mentaux ou cognitifs. Et c'est des restaurants qui sont situés au centre-ville. Et effectivement, Finoé a choisi de les accompagner, de les aider dans la formation à la fois des encadrants et des équipiers joyeux. Alors, on entend bien à travers votre témoignage que cette initiative permet pour les investisseurs, peut-être on pourrait le qualifier comme ça, c'est un mot qui a été utilisé déjà depuis à plusieurs reprises ce matin, donner du sens. Hein, donner du sens à son épargne, c'est ça qui est visé. Et puis le souci du lien au territoire également.
Oui, alors voilà, c'est sur le territoire, mais là c'est le Finoé présent sur les territoires, même si les premiers dossiers sont strictement bretons. Mais pour nous, c'est important d'aider les entreprises qui s'installent sur le territoire et qui vont créer de l'emploi. Et les aider à se développer. Voilà, pardon. Oui, l'objectif pour vous et vos équipes aujourd'hui, c'est de faire connaître ce dispositif et que les porteurs de projets, les entreprises viennent vous solliciter ou ce sont vos équipes qui elles-mêmes détectent les en général, candidats potentiels? Non, c'est les deux. Voilà, c'est les deux. C'est effectivement, à la fois, il va y avoir effectivement un site internet disponible où le porteur de projet va pouvoir déposer son dossier en ligne, donc c'est très facile. Mais d'autre part, je fais connaître effectivement ce système-là dans tout l'écosystème des entreprises. Donc je travaille aussi et notamment bien avec aujourd'hui au Forum économique breton. C'est l'occasion d'en parler. Exactement, tout à fait. Alors vous l'avez dit, du numérique, un site internet, voilà, ça y est, on y est, le transversal, Hugues, Mélie, cette capacité sans doute de développer des applis qui vont faciliter la mise en relation de ce genre d'initiative dans le monde financier. C'est un monde que vous connaissez bien. Oui, je pense que c'est complètement inévitable. On le connaît depuis longtemps dans un certain nombre d'initiatives nouvelles de la finance, le financement participatif par exemple, qui est toujours passé par des plateformes numériques. C'est juste la meilleure façon de promouvoir sa proposition de valeur, de promouvoir son offre, de se faire connaître. C'est la meilleure façon d'accéder aux utilisateurs, aux clients potentiels et de les mettre au cœur de leurs attentes, parce que souvent ces démarches sont un peu dans ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire qu'on essaye, on voit, on prend une option, ça marche pas bien, on fait autrement, etc. Donc le numérique, c'est aussi cette formidable pâte à modeler qui permet de construire de façon progressive en captant en permanence les attentes des utilisateurs, leurs besoins, leurs rejets potentiellement, et de s'adapter. Donc oui au numérique dans les initiatives de la finance inclusive et territorialement engagée. Voilà, c'est ça. Les mots sont bien là. Merci Hugues. On va poursuivre ce tour de table et puis on va explorer un petit peu plus en détail chacune des initiatives. Et vous n'hésiterez pas d'ailleurs à réagir peut-être à ce que vous entendez, même si ce n'est pas directement dans le champ de compétences qui est le vôtre, parce que quand on parle par exemple de finances responsables ou engagées, vous l'avez dit très bien Karine, les investisseurs privés sont également potentiellement concernés. Donc cette démarche peut aussi susciter votre intérêt. On poursuit avec vous, Guillaume Loyer, pour parler de l'habitat. On le sait, quand on s'intéresse à l'aménagement du territoire, la manière de construire, la manière de faire la ville est en soi un facteur d'inclusion ou au contraire d'exclusion. Aujourd'hui, le groupe que vous représentez à cette table, auquel vous appartenez, est un groupe familial, lui aussi, ancien, et engagé sur son territoire dans les différentes facettes, finalement, de la construction, de la promotion immobilière et de toutes les facettes de ce métier de l'habitat. Vous êtes le directeur du développement, je le disais, pour la partie promotion, et donc cette dimension des enjeux de territoire, vous les vivez très, très concrètement. Quelles sont les difficultés, ou plutôt les grands enjeux qui s'adressent à vous? Justement, aujourd'hui, on est en 2020, on sort de cette crise compliquée, il n'y a jamais eu autant envie d'espace, de jardins, de balcons, on a entendu ça beaucoup. On imagine que le secteur que vous représentez, dans lequel vous êtes, va être impacté aussi par tout ça, et des tendances nouvelles vont peut-être voir le jour. Quelle est votre analyse là-dessus? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va se poser des questions, mais avant ça, avant de se poser des questions, je voudrais dire que le groupe Giboire est fier de participer au forum aujourd'hui, parce qu'effectivement on est partenaire des collectivités et on en a parlé, vous le savez, depuis toujours, l'aménagement du territoire, l'accompagnement aussi des entreprises pour loger les collaborateurs. On a pu effectivement se poser ces questions ces dernières années. Le confinement, le Covid nous interroge encore plus demain sur la manière de produire. On passe du temps chez soi dans cette période. On passe du temps chez soi et puis aussi on a beaucoup opposé le logement individuel à la création du logement neuf parce que ça pose question de la consommation des terres agricoles. Aujourd'hui, pour rendre attractif le territoire, il faut aussi s'adresser à tous, et c'est une question
qu'on va forcément se poser dans les prochaines années, c'est comment on construit et pour qui. Et pour qui? Pour qui Et donc à quel prix? Voilà, est-ce qu'on arrive à construire pour tout le monde? Parce qu'effectivement, tout le monde ne veut pas forcément vivre dans des immeubles de grande hauteur. Et d'ailleurs, les propres voisins de ces immeubles de grande hauteur parfois s'y opposent parce que la verticalité pose problème dans nos centres-villes. La consommation de la terre agricole est un vrai souci et on est devenu plus vertueux au fur et à mesure des années parce qu'on a moins consommé, on a plus densifié. Et tous les acteurs de la promotion immobilière depuis une dizaine d'années se préoccupent de ça. Mais aujourd'hui, la vraie innovation, j'allais dire, si on lance le débat, on avait dit, Xavier, qu'on lancerait peut-être le débat sur ce sujet, c'est comment produire. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est comment produire et comment produire partout. Parce qu'on ne peut pas que construire pour une certaine classe, construire que pour les gens riches, mais aussi construire pour tout le monde. Et ça, c'est un vrai sujet de société. Alors, quelles sont les pistes, justement, que vous avez identifiées collectivement, j'imagine, avec tous les acteurs de la chaîne de la construction? Aujourd'hui, les pistes, c'est presque une chance d'être ici et d'interpeller aussi la région, parce que quand on parle de schéma de développement, on parle de la SRADET prochainement, du SRADET prochainement qui va être élaboré. C'est un vrai sujet. Nous, on interpelle les élus, parce que finalement... Il y a une enquête publique qui est en cours, effectivement. Voilà, effectivement. Et aujourd'hui, c'est une vraie incidence. Demain, l'innovation, ça va peut-être de rendre cohérents nos documents d'urbanisme entre les PLU, les SCOT, le SRADET demain et notre capacité à produire. Donc, effectivement, on réfléchit à la manière de comment produire. Rendre intelligible finalement par les usagers, par les habitants, ces documents réglementaires qui sont essentiels, mais qui sont assez complexes pour le profane. De les partager. On parle beaucoup de concertation et nous, aujourd'hui, dans de nombreux projets, on est dans la co-conception des opérations avec les élus locaux. Mais effectivement, il faut rendre cohérents ces idées, ces objectifs avec les documents réglementaires. Ça, c'est un premier point. Après, l'innovation, c'est aussi, on l'entend, l'innovation en termes de technologie. L'utilisation des matériaux biosourcés, La rénovation thermique des bâtiments, on a beaucoup parlé la semaine dernière avec le plan de relance du fléchage sur ce sujet. Ici, on a la chance de bénéficier de nombre d'entreprises, d'un tissu local d'entreprises extrêmement performantes et qui sont capables de nous accompagner sur toutes les thématiques que le constructeur, le promoteur a besoin. Mais avant d'intégrer ces expérimentations dans nos logements, il faut réussir à les mettre en œuvre, obtenir des permis de construire. Et on l'a vu pendant le confinement, ça a été un gel. Les élections sont aussi une période où nos opérations s'arrêtent parce qu'il y a la période électorale, il y a eu le confinement, et demain il faudra effectivement... Il va falloir réamorcer la pompe, ça va prendre du temps selon vous? Oui, prendre du temps et puis s'interroger aussi sur les vrais besoins, c'est-à-dire ne pas produire que pour de la défiscalisation, produire aussi pour l'accession à la propriété. On accompagne, vous le savez, par exemple l'Office foncier solidaire dans nos opérations, à la Plesse par exemple à Béton, on accompagne Pascal Masson et Kéredes sur ce type de nouvelles formes d'habiter ou d'acquérir. Oui, alors pour les non-spécialistes, l'Office foncier solidaire, c'est la dissociation de la propriété du foncier et du bâti, je ne me trompe pas? Ouais, vous êtes trop spécialiste pour vous tromper, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est un droit intéressant parce que du coup, ça permet à des ménages plus modestes d'accéder à la propriété sans avoir complètement à supporter le coût du foncier qui est souvent rédhibitoire. C'est ça. Donc effectivement, ça c'est une des formes de nouvelles méthodes d'acquérir. Nous, Giboire, on accompagne finalement ces partenaires qui se tournent vers ce type d'acquisition en étant en permanence dans la recherche de nouveaux partenariats. Et il le faudra aussi avec les services de l'État pour qu'ils nous accompagnent sur ces thématiques-là, pour que effectivement on parle tous d'une seule voix et d'une voix cohérente pour continuer à rendre attractifs nos territoires. Est-ce qu'il peut y avoir un modèle breton, justement? Vous disiez à l'instant, nous avons la chance dans cette région d'avoir des professionnels de différents domaines qui peuvent contribuer à fabriquer ce nouvel habitat. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que le modèle breton, en matière de logement, on le connaît, hein, la maison néo-bretonne, dont on fait le tour avec un jardin, ça a longtemps été ça quand même. C'est pas le plus vertueux en matière de consommation d'espace. Non, c'est sûr, mais il n'est pas complètement fini, parce que si vous posez la question à beaucoup de gens, aujourd'hui, ils le veulent, ce terrain. Donc ça, c'est la vraie contradiction qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce qu'on va produire. Mais le système breton, bien sûr qu'il existe, puisque déjà, on est dans un territoire où l'interventionnisme politique, au sens noble du terme, existe vraiment. On a un interventionnisme, on a un attachement des élus à ce que représente l'acte d'aménager et de penser le territoire pour les entreprises. Je pense aux entreprises qui veulent s'installer sur nos territoires, mais aussi au logement. Donc oui, il y a un modèle breton. Après, il faut le développer et puis il faut l'associer aux politiques urbaines nationales et donc à l'État. Il y a des tensions toujours entre ce qu'il est possible de faire, les aspirations individuelles, les obligations collectives. On retrouve ça dans tous les domaines, mais dans votre champ d'activité tout particulièrement.
Oui, tout à fait. Et il faudra essayer de le concilier tout le monde. Il n'y a pas qu'une seule forme d'habiter, il n'y a pas qu'une seule forme de concevoir le logement. Et donc, il y a la mobilité, on en parlait avec la SNCF, Monsieur Bocquer, on en parlait tout à l'heure, ça c'est une vraie... adapter la mobilité au projet d'aménagement demain. On va en parler dans quelques instants. Juste une réaction à chaud, Karine Blanc. On peut imaginer que demain, Finoé puisse financer des projets d'habitat un petit peu innovants, participatifs. Alors, Finoé finance uniquement des entreprises ou des associations. Donc, c'est le cycle d'exploitation. Mais effectivement, on en parlait tout à l'heure. Pour installer une entreprise, on a besoin que l'entreprise ait des terrains disponibles et puisse s'installer. Et nous, ensuite, effectivement, on Donc, financera. Vous avez intérêt à vous parler aussi. Hein. Ça sert aussi à ça, le FEB. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Alors oui, vous le disiez très justement à l'instant, Guillaume Loyer, quand on pense aménagement du territoire, on pense évidemment déplacement, mobilité. Nous avons la chance à cette table ronde d'accueillir Laurent Bocquer. Vous êtes le directeur régional de la SNCF ici en Bretagne. Alors évidemment, on connaît les transports et les mobilités du quotidien. On ne va pas forcément revenir sur la desserte en détail, mais j'aimerais savoir plutôt comment, quand on est une entreprise de la dimension de la vôtre, on intègre cette dimension d'acteur d'une société plus inclusive. Est-ce qu'on a des responsabilités particulières? Est-ce qu'on prend des initiatives dans ce sens? Et singulièrement ici en Bretagne, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de partager dans ce domaine? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne vais pas présenter la SNCF. Tout le monde la connaît. Grande entreprise nationale, mais aussi SNCF en Bretagne, c'est votre question. Et quelle est notre empreinte sur le territoire breton? Alors, on pourrait citer des exemples très nombreux. J'ai envie de parler de la fondation SNCF, parce que c'est un sujet dont on ne parle finalement assez peu à la SNCF. On n'est pas connu pour notre fondation, alors que cette fondation, elle a 25 ans. Et en Bretagne, tous les ans, elle aide 30 à 40 associations, pour un budget qui est quand même pas négligeable, puisqu'il est autour de 100 000 euros tous les ans. Donc on aide des associations. Et dans un champ particulier, qu'elles aient une caractéristique, c'est pas l'amicale des joueurs de boules, évidemment. Non, évidemment, c'est des sujets du vivre ensemble, du sujet de prévention de l'illettrisme, des sujets humains, voilà, tous ces sujets qui sont finalement assez loin des sujets de mobilité. Qu'est-ce qui vous motive justement à la SNCF de proposer cette démarche-là? C'est notre responsabilité en termes de RSE. On est une grande entreprise qui peut aussi intervenir sur ce champ-là. Quand on demande à nos salariés ou quand nos salariés sont volontaires pour faire du mécénat de compétences dans ces associations-là, c'est vraiment leur âme de salariés de la SNCF qui vit, et on est très engagé à la SNCF, on est très proche de ces associations. On a aussi des collaborateurs qui vont dans les écoles, par exemple, pour faire de la prévention, ce qu'on appelle en milieu scolaire, pour expliquer les dangers du ferroviaire. Si par exemple, vous traversez les voies là où il ne faut pas les traverser, des jeunes qui ne se rendent pas forcément compte. Et puis, voilà, on travaille sur la prévention des accidents avec des outils modernes, comme la réalité virtuelle, enfin des choses comme ça. Un peu de numérique, pour faire plaisir à Hugues Méli. Oui, alors je ne sais pas si on l'a acheté à Niji, mais non, pardon, pas encore. Pardon, cher Hugues, mais voilà, en tout cas ça marche parce que c'est les outils des jeunes, et donc quand vous parlez aux jeunes avec leurs outils, ça fonctionne. Voilà, tout ça sont vos collaborateurs justement à qui vous proposez, j'imagine, de s'engager dans cette dimension, soit le mécénat de compétences, soit le travail au sein de la fondation. Comment reçoivent-ils cette proposition? En fait, ils sont pour la plupart, ils sont engagés peut-être déjà à titre individuel, à titre personnel. Et ce qu'on peut faire, nous, en plus, c'est on va dire, une seconde phase, c'est leur proposer, dans le cadre du mécénat de compétences, alors c'est pas énorme pour l'instant, mais on essaie d'en faire plus. On disait ce matin, c'est les petits pas têtus. Donc on essaie de faire de plus en plus de mécénat de compétences, et nos collaborateurs, ils sont effectivement engagés et participent à ces associations-là. Chaque année, on remet des prix et on remet aussi un peu de financement pour ces associations sur tout le territoire breton et sur des sujets extrêmement
divers. Alors, si on revient au cœur de votre métier, qui est quand même de faire arriver les trains à l'heure, c'est Oui, important. On l'oublie pas. Vous ne l'oubliez pas. Et justement, dans le maillage territorial, on parle beaucoup des dessertes, du transport du quotidien, de l'éloignement de plus en plus grand constaté des lieux de vie par rapport aux lieux de travail. Alors, avec le télétravail, ça a peut-être changé. Oui. Et précisément, quelle réponse vous pouvez apporter à ces alternatives? Je pense à un projet, je ne sais pas où il en est en Bretagne, je vous pose la question d'ailleurs, parce qu'au niveau national, je crois que ça porte un joli nom, hein, c'est le projet 1001 gares, pour permettre à transformer des locaux qui appartiennent à la SNCF en des lieux d'accueil. Exactement. Donc le projet national, c'est effectivement 1001 gares. Alors on a beaucoup travaillé sur les grandes gares en Bretagne, je sais pas, Rennes, Lorient, Saint-Brieuc et d'autres gares. Ce sont des grandes gares qui ont été totalement rénovées, repensées pour devenir des pôles d'échange multimodaux. Et à côté de ces grandes gares, il existe d'autres gares qui sont plus toujours occupées d'ailleurs par nos services, mais qui sont souvent des jolis bâtiments au milieu des villes. Ça peut intéresser les promoteurs, ça peut intéresser des porteurs de projets. Et des porteurs de projets, nous, on peut leur mettre à disposition ces gares. On en a 3 qui ont déjà répondu positivement. Il y a 3 gares qui fonctionnent comme ça en Bretagne. Il en reste au moins une dizaine. Et donc là, on peut les retrouver aussi sur le site, encore du numérique, mais sur le site du projet, 1001 gares. Et donc, ça peut être des associations, on a une recyclerie, on a une maison des mobilités et tout autre projet. Donc comment ça se passe? Il faut candidater, il faut répondre à l'appel à projet? Ça se passe via le numérique et après il y aura du contact, hein, mais évidemment, la liste des gares, elle est sur le site 1001 gares et un porteur de projet peut très facilement donc rentrer en contact avec nos services, Gares et Connexions, et ensuite concrétiser des projets. C'est intéressant cette initiative. Je ne sais pas si elle suscite des commentaires ou des regards croisés par rapport aux autres participants à ce panel. Guillaume Leloyer, vous connaissiez, j'imagine, très bien. J'ai peur d'être trop opportuniste et de saisir l'occasion. Je préfère le terme porteur de projet d'ailleurs que promoteur. Et si on peut être candidat et regarder, on le fera avec plaisir. Mais effectivement, de toute façon, ce genre de... il faut se rencontrer pour parler des projets quand ils sont portés comme ça par la SNCF et puis qu'ils réfléchissent sur la réhabilitation d'un secteur, d'un territoire. Bien sûr, on est, nous, intéressés, mais au même titre, effectivement, que vous, sur le fonds de dotation pour accompagner les associations ou d'autres à s'y intéresser. Karine Blanc? Oui, complètement, parce qu'effectivement, des projets comme des recycleries, etc., c'est tout à fait des projets que cherche à aider et accompagner le fonds de dotation, parce qu'au-delà de l'impact emploi, c'est aussi, on cherche à accompagner des dossiers avec un impact développement durable. Oui, donc il y a des passerelles possibles. Hein. Complètement. Des convergences. Hugues, un mot sur, là aussi, toujours ce numérique, il est partout, évidemment, ça c'est votre credo depuis que nous nous connaissons, c'est-à-dire depuis longtemps. Il est dans la rue, si on n'y va pas dans la rue, on est à la rue, je me souviens de cette formule il y a déjà quelques années, mais elle est toujours pas mal. C'est important de l'intégrer dans tous les projets. Oui, la formule, c'était pour ne pas être à la rue, il faut être dans la rue. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que finalement, c'est la rue qui façonne quelque part les usages du numérique et qui va guider la transformation technologique que suppose le monde numérique. Mais avant la transformation technologique, il y a l'usage, il y a à quoi ça sert, hein. Et ça, c'est la rue qui décide. Enfin, c'est le vrai changement de paradigme qu'on a connu au cours des, maintenant, pas loin de 12 dernières années. C'est que ça n'est plus l'entreprise qui décide finalement du rythme auquel elle avancera par le numérique. C'est la rue, c'est les individus. Et les individus qui de temps en temps mettent la blouse de salarié pour passer quelques heures dans l'entreprise qui les emploie et l'oblige à quelque part à prendre le rythme et au-delà du rythme à changer d'état d'esprit pour adapter l'organisation et faire qu'effectivement on fonctionne différemment et que le sous-jacent de tout ça, c'est qu'on ait des outils adaptés à ça pour qu'on retrouve finalement dans l'entreprise la même approche collaborative, participative, inclusive, on peut le dire, mobile, ubiquie, instantanée, personnalisée,
qui caractérise l'usage du numérique par chacun d'entre nous dans nos vies privées. Vous avez des exemples en tête, très concrets, d'initiatives qui sont nées de cette manière que vous décrivez à l'instant? Mais il y en a... Il y en a 1000. Il y en a 1000. 1001 peut-être. Maintenant, ça fait 5 ou 6 ans que tout ça est acté. Et si on revient au titre, parce qu'on a beaucoup parlé de numérique, c'est innovation, c'est inclusif et c'est territoire. Moi, je dis, l'entreprise, de mon point de vue, reste le plus bel outil d'inclusion. C'est là que ça se passe. Et d'ancrage sur le territoire. L'entreprise, c'est merveilleux pour inclure le plus grand nombre, concrètement pour donner du travail au plus grand nombre, en quantité, en qualité, en diversité, et pour pérenniser à l'échelle d'un territoire une activité économique, et donc une activité sociale, et donc tout ce qui va avec. Bon. L'entreprise, c'est un formidable terreau d'innovation. Une entreprise qui n'innove plus aujourd'hui, je parle bien d'innovation, s'il vous plaît, n'entendez pas derrière innovation le mot numérique. La définition du numérique de l'innovation, c'est... Il y a plein de terrains d'innovation, y compris sur des procédés, c'est pour sur ça que des je vous ai un peu gardé matériaux. pour la fin, parce que les innovations qu'on vient d'entendre... Je ne savais pas trop si c'était l'heure de la fin pour moi ou pas, mais encore, je me suis dit, il faut que j'enfourche le cheval. Donc, l'entreprise, c'est un formidable terrain d'innovation d'usage, et tous les secteurs qui se sont exprimés sont avant tout caractérisés par des changements d'usage qui impriment des nécessité d'évolution technologique, mais ce ne sont pas les évolutions technologiques pour les évolutions technologiques. Donc, innovation d'usage, innovation technologique, en mettant l'humain au cœur de tout ça. Ça, c'est le nouveau changement de paradigme, je dirais, des 3-4 dernières années, c'est-à-dire que l'humain doit être au centre de toute la démarche de conception et de réalisation. Et ça s'appelle le design. Quelqu'un qui ne va pas vous contredire sur cette place de l'humain, justement, je vais lui donner la parole tout de suite, c'est Sylvia Porta. Vous êtes responsable développement engagement sociétal pour la Bretagne et les Pays de la Loire chez AG2R La Mondiale. Et on peut dire que les initiatives que vous portez avec vos équipes dans ce domaine sont fondées aussi sur cette capacité d'aider, d'aller au plus près des besoins humains. Humain, absolument. Notre vocation à la AG2R Mondiale, et c'est très méconnu d'ailleurs, on est plus connu comme un groupe de protection sociale. Et notre préoccupation première, c'est la personne. Tout ça fait vraiment écho à tout ce que vous avez dit. Dans le cadre de notre engagement social, d'abord on se distingue par rapport à une approche très très humaine auprès de personnes très vulnérables qui en ont le plus besoin sur les territoires. Et on se distingue aussi, vous l'avez dit, on en a parlé, chacun en a parlé, d'un maillage territorial. Donc on est très proche des gens, au plus près des gens, dans leurs difficultés. On les accompagne en effet comment via... alors on a un côté, bien sûr, on accompagne les porteurs de projets de façon sur un aspect financier, où on permet à des porteurs de projets d'initier en fait des projets sur nos territoires dans des domaines, des problématiques de société comme l'emploi, l'habitat. Donc tout ce que vous avez dit sur l'habitat me fait vraiment écho. Et l'habitat indigne, c'est celui-là qui vous intéresse, vous. Par exemple, nous accompagnons la Fondation l'Abbé Pierre pour dans le cadre de son dispositif SOS Taudis, où là on va intervenir pour des familles qui n'ont plus rien, pas de mobilier, etc. Et on va financer, par exemple, du matériel de première nécessité, des matelas, etc. Et sur l'habitat, on a une thématique qu'on développe énormément en Bretagne. Et ce que l'on souhaite vraiment accompagner, ce sont des porteurs de projets innovants. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Vous voyez, par exemple, c'est très intéressant ce plateau parce que on a un rôle, nous, dans le cadre de notre engagement sociétal et social, un rôle financier, puisque c'est un peu le nerf de la guerre pour les structures associatives ou de l'économie sociale et solidaire. Mais on a un autre rôle aussi, c'est de mettre en relation et d'avoir un rôle d'ensemblier en quelque sorte, parce qu'on travaille depuis très très longtemps dans ce cadre-là. AG2R a été créé en 1951, on a accompagné les personnes après la guerre, on distribue des bons de chauffage, donc vous voyez qu'on a bien évolué évidemment avec la société et en accompagnant vraiment les problématiques de société. Et c'est vrai que sur la thématique de l'habitat, on est très présent. Et je pense qu'il y a des passerelles à avoir avec des groupes comme vous, par exemple, qui, autour d'une table, se mettent... C'était pas le cas, jusqu'à présent, vous n'aviez pas l'occasion d'échanger. Donc ça sert aussi à ça, le FEB. C'est ça, si vous voulez, la problématique, c'est que
On travaille voilà, avec des partenaires, la tête un peu dans le guidon, je dirais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est... et on a une approche du milieu associatif, de l'ESS, etc. Mais on peut très très bien travailler de façon très intéressante avec des entreprises. Hein. D'ailleurs, on lance un prix là, en octobre, les trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires. Et on a un prix justement pour la plus belle initiative entre une entreprise et une association. Donc quand je vous entends parler, je me dis qu'il y a vraiment un intérêt à se revoir parce que notre objectif, c'est bien d'accompagner les plus vulnérables. On est sur l'emploi, évidemment, hein, avec toutes les difficultés que rencontrent aujourd'hui les personnes très éloignées de l'emploi, donc les seniors qui se retrouvent au chômage, mais évidemment les jeunes dans des quartiers difficiles qui sont en décrochage scolaire, etc. Donc on est vraiment présent. Par exemple, on soutient l'ADI, hein, qui est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises avec du microcrédit. Donc on va les soutenir dans la formation de ces créateurs. On n'a pas donné de chiffres, mais c'est important de montrer qu'il y a des moyens quand même derrière tout ça, à l'échelle nationale et donc aussi régionale. Absolument, on est sur 100 millions d'euros au niveau national. Pour notre région, chaque année, on dépense entre 1,5 million et 2 millions. Hein, donc, et on peut encore dépenser. Et donc, voilà, c'est peut-être rare d'entendre ça, mais ce que l'on souhaite en tout cas, c'est notre objectif. Hein, c'est une société, puisque c'est la thématique, beaucoup plus inclusive, en accompagnant voilà, des structures qui finalement portent des projets pour accompagner les plus vulnérables dans l'emploi, dans l'habitat. Alors, toutes sortes d'habitats. Hein. Donc là, on parle d'habitat via l'association, la Fondation Abbé Pierre, mais nous soutenons également l'association des Maisons de Sirènes, je ne sais pas si ça vous parle, qui est un habitat partagé entre personnes en situation de handicap et valides. Et c'est formidable parce qu'une personne valide va s'occuper d'une personne en situation de handicap. Il y a une pièce commune, en fait, c'est de l'habitat partagé. Ils ont chacun leurs petits appartements, mais le valide va aider la personne en situation de handicap. On est bien dans l'innovation, là. On est dans l'innovation, on est dans l'habitat, des thématiques, donc toute formule d'habitat. Et puis on est aussi sur le grand âge, donc on vieillit. Donc l'habitat, on essaie d'y rester le plus longtemps possible, mais comment ? Il faut bien l'aménager. Donc comment on peut innover justement sur l'aménagement et sur l'habitat des personnes vieillissantes. Ça, c'est un sujet aussi. On est d'ailleurs sur le sujet, puisqu'on vieillit, hein, sur le sujet de la silver economy. Hein, donc sur les territoires comme la Bretagne sont assez présents justement sur ces sujets-là. Et c'est des sujets aussi que l'on porte et que l'on accompagne via évidemment des porteurs de projets. C'est très riche. Donc c'est très riche et j'entends aussi que ce plateau vous permet de peut-être entrer en connexion avec des futurs éventuels partenaires pour aller plus loin dans la démarche. Tout à fait, c'est l'objectif. Karine, c'est notre stratégie. Oui, complètement. Là, moi, je reconnais vos projets qui peuvent être également soutenus dans un deuxième temps par Finoé, tous les projets sociétals de création d'emplois, sachant qu'on accompagne, nous, plutôt les entreprises et associations en termes de développement. Mais si vous les accompagnez en création, il y a un moment, il faut les booster un peu plus tard, au bout de 3-4 ans. Oui, c'est le rôle que se donne aussi Finoé. Tout à fait. Puis il y a de très belles initiatives aussi par des start-up. On a participé, on est partenaire du concours Start-up et handicap sur Lorient. Et là aussi, on voit que des jeunes, la fameuse par exemple, Tech for Good, hein, comme on dit du côté de chez Hugues. Des jeunes ont de très très belles initiatives pour justement pour le monde du handicap, avec des choses super, magnifiques. On est partenaire aussi, là, j'en profite, hein, du festival Regard Croisé. Ça se passe à Saint-Malo. Ça se passe à Saint-Malo, partenaire historique. Donc on est sur le sujet du handicap aussi. Donc vous voyez, on est vraiment sur des thématiques très très larges, mais toujours dans l'objectif du vivre ensemble et d'une société beaucoup plus inclusive pour tout le monde, pour toutes les personnes, qu'elles soient handicapées ou en difficulté. Alors, il nous reste encore quelques minutes pour aller plus loin encore et peut-être tracer des perspectives par rapport à l'état des lieux que vous avez les uns et les autres
aidé à définir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mettre en place pour, et là le numérique, Hugues Mély, peut-être être un outil ou un facilitateur pour que justement ces acteurs apprennent peut-être à mieux travailler ensemble, se rencontrent. Est-ce qu'il y a des possibilités de faciliter les initiatives, les faire converger et faciliter la mise en œuvre également très concrète des projets solidaires? Je pense que l'innovation, elle est d'autant plus inclusive et chevillée au territoire qu'elle est maillée. Et la richesse de l'innovation est au croisement des filières traditionnelles. Vous en représentez un certain nombre autour de la table. L'immobilier, enfin l'habitat, les mobilités, le transport. Je pense qu'au-delà de raisonner dans chacune des filières verticales et dans les chaînes de valeur associées, dans les modèles économiques sous-jacents, c'est vraiment croiser les filières. Et le numérique a un pouvoir de transversalité merveilleux. Le numérique est un outil d'horizontalisation, ça n'existe pas en bon français, absolument fantastique, qui permet de regarder le monde en tranche, en coupe, si vous voulez, plutôt qu'en vertical. Et les grandes innovations inclusives qui emmèneront le plus grand nombre avec elles et qui resteront profondément ancrées dans les territoires seront celles qui naîtront de ce croisement de filières, finalement. Alors, pour croiser les filières, il faut les connaître. J'entends à l'échelle d'un territoire, il faut quasiment les répertorier, leur donner une force, je dirais un niveau d'ancrage, presque positionner un curseur dans l'importance qu'elles ont eue dans le fait de façonner le territoire, et ensuite, finalement, les faire se rencontrer et les faire imaginer ensemble des produits et des services nouveaux en mettant l'utilisateur au cœur. Et j'insiste parce qu'on peut se faire une idée, y compris dans des démarches d'accompagnement de cas difficiles, de minorités, je n'ai pas forcément les bons mots pour le dire, on peut se faire vite une idée, entre guillemets, en chambre, de ce dont les gens ont besoin et se rendre compte en allant sur le terrain à leur rencontre ou tout simplement en utilisant à dessein le numérique que ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Dans un monde très physique, l'image très connue où on va chercher des SDF à la fin de la journée à leur emplacement favori dans la ville pour les emmener passer une nuit au chaud, au sec, à quelque part, et parfois ils ne veulent pas. C'est peut-être juste ce dont ils n'ont pas envie ou ce dont ils n'ont pas besoin, et ils ont peut-être besoin ou envie d'autre chose. Alors, l'image est peut-être un peu dure, la crise sanitaire qu'on a traversée a probablement changé la donne, mais c'est juste pour montrer que voilà, il faut vraiment mettre l'humain, l'utilisateur au centre et croiser les filières. Je vais prendre un exemple simple. Il en a été question dans d'autres tables rondes, la mobilité électrique, l'évolution de la mobilité électrique. On va peut-être en dire un mot avec Laurent. Le véhicule électrique, c'est quoi le véhicule électrique? C'est une innovation dans l'automobile fondamentalement, l'art d'architecturer et d'assembler un véhicule. Est-ce que c'est une innovation dans le logiciel applicatif? Est-ce que c'est une innovation dans les technologies de connectivité? Parce que qui dit véhicule électrique dit véhicule connecté. Est-ce que c'est une innovation dans la cybersécurité? Parce que s'il est connecté, alors il est vulnérable. Et comme c'est un véhicule qui va transporter des vies humaines, si on peut prendre la commande à distance, ça va poser un problème. Est-ce que c'est une innovation dans les matériaux composites? Parce que comme il est électrique, il faut qu'il soit plus léger, il faut peut-être aussi qu'il soit plus robuste, etc. Est-ce que c'est l'une ou l'autre de ces innovations? Eh bien, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Et c'est quand on mesure à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, par exemple, la force de nos tissus économiques, et je devrais dire aussi presque académiques, dans chacune de ces verticales, dans l'automobile, je dirais, traditionnelle, telle qu'elle est incarnée
à l'usine de la Genée, dans l'univers du logiciel applicatif. Je pense que chacun ici sait combien la Bretagne est riche d'expertise dans ce domaine. Dans la maîtrise des connectivités, la Bretagne est le berceau des télécommunications françaises, et c'est pour ça qu'on est tous meurtris de voir Nokia à Lannion réduire sa voilure, mais je pense qu'on arrivera à faire que ce ne soit pas le cas. Mais c'est aussi un formidable territoire d'innovation dans les matériaux composites. Pourquoi ? Parce que la construction nautique, et en particulier la construction nautique pour la voile de compétition, tous ces fusées, enfin tous ces fusées des mers, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais les bateaux tous volants. ces bateaux volants, tous ces trucs extraordinaires, ce sont des années d'innovation sur les matériaux. Alors les mauvaises langues diront oui, mais on en produit tellement peu en quantité que pour projeter ça dans le monde automobile, ça va être non, innovation. Ou dans le monde ferroviaire, on pourrait imaginer que ça puisse intéresser aussi bien les technologies ferroviaires. Bien évidemment, mais les rames de tram, je dirais de véhicules de transport ferroviaire léger de Siemens, de Bombardier ou d'Alstom tirent déjà parti de ces innovations. Bon, c'est bien évidemment la Bretagne dans la cybersécurité. La Bretagne est le creuset de concentration des forces vives françaises en matière de cyber. Donc c'est quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le territoire à l'horizontale et qu'on balaye tous ces domaines d'expertise qui sont réels, personne dans la salle ne contredira que dans tous les domaines que j'ai cités, la Bretagne est exceptionnelle d'expertise. Et c'est en croisant ça qu'on peut arriver à des innovations qui seront inclusives, parce que, pardonnez-moi, quand on croise tout ça, on emmène tous ceux qui traditionnellement sont attachés à chacune de ces verticales. Donc finalement, on additionne les communautés et on balaye beaucoup plus large. Et puis on est complètement ancré territoire, parce que là, le sujet, c'est pas la Genée. Le sujet, c'est que dans toutes les filières d'expertise que j'ai citées, on balaye quasiment toutes les EPCI, tous les territoires, toutes les communautés de communes de la Bretagne. Donc on est chevillé à la Bretagne. Importance de l'approche de la Bretagne, en filière. on est au FEB. Vous êtes intarissable sur le sujet, Hugues, mais vous avez raison, parce que c'est sans doute l'une des clés peut-être de la réinvention économique qui nous attend. Peut-être d'un mot, chacun pour terminer, si vous deviez exprimer un souhait particulier au regard de cette démarche d'une société et de territoire plus inclusive, un souhait ou un engagement que vous pourriez prendre à l'échelle de vos structures respectives, c'est peut-être le moment de le partager et de dire, voilà, si on se retrouve dans un an autour d'un futur forum économique breton, on aura peut-être avancé sur tel et tel sujet. En tout cas, on a envie d'explorer ça. Laurent Beaucaire. Juste une petite réaction à ça. Nous, on s'est réunis sur le sujet de la RSE en format groupe il y a très peu de temps, et on s'est dit qu'on fait tous de la RSE, mais sans beaucoup le savoir et comme M. Jourdain, sans beaucoup le dire, voilà, comme M. Jourdain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on communique plus sur ces sujets-là et qu'on suscite aussi plus d'enthousiasme auprès de nos équipes, parce que c'est un vrai vecteur de fierté. Les salariés, ils recherchent le sens, et ce sens, il est là, dans la RSE. Et vraiment, on est, nous, du côté des solutions dans les sujets de RSE, donc c'est vraiment pour nos salariés une source de fierté. Ça sera donc poursuivi, en tout cas chez vous, SNCF en Bretagne. Karine Blanc, on a compris que tout démarrait pour Finoé, c'est le début, donc dans un an on pourra déjà voir les premiers résultats. Donc j'espère effectivement pouvoir faire nettement mieux, mais l'idée c'est que quand le fonds de dotation Finoé était lancé, il n'y avait pas de crise et on ne parlait pas de crise sanitaire. Maintenant la crise est passée, j'allais dire, on a tous envie de changer notre façon de vivre, d'investir. Ça le rend peut-être encore plus nécessaire, ce fonds. Oui, complètement, tout à fait. Donc Finoé a encore plus de sens pour justement accompagner les entreprises actrices de ce développement, qui veulent mettre en place des changements importants axés développement durable. Donc on sera présent, effectivement. À suivre donc, Giboire et l'immobilier innovant. Oui, alors en Bretagne et ailleurs. En tout cas les acteurs de la construction, plus que Giboire, c'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, on parlait d'usage, Hugues Ménil l'a évoqué, on parlait de partenariat tout à l'heure, quel qu'il soit. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, le confinement, ce qu'on a vécu, nous oblige à travailler un peu plus ensemble. Et aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, nous acteurs en tout cas de la construction, mais tous ensemble, c'est qu'on subisse moins les décisions et qu'on soit plus en transversalité. Ce que disait Hugues Ménil est très juste, il faut qu'on travaille ensemble. Et on ne peut pas forcément subir qu'une décision
de l'État, par exemple. Je ne vais pas taper sur l'État aujourd'hui, hein. Je vais favoriser la région et peut-être être un peu plus dur avec l'État, mais je pense qu'effectivement, on doit travailler ensemble, évoquer les partenariats, et on arrive toujours trop tard. Finalement, on est les chevilles ouvrières, nous, par exemple, promoteurs et de l'aménagement de ce territoire, et on espère que dans un an, si on se revoit, on pourra dire qu'effectivement, ceux qui ont réfléchi à l'aménagement du territoire se sont inspirés peut-être des propos qu'on tient aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Merci Guillaume. Et vous Sylvia, je crois que vous aviez un souhait particulier de peut-être mieux cartographier aussi tous ces acteurs. Tout à fait, parce que finalement, on travaille avec quelques partenaires, c'est vrai, mais on a vraiment besoin d'avoir cette cartographie très pointue qui permettrait de pouvoir justement sonner à la porte d'un partenaire qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pourrait apporter un plus pour une personne vulnérable sur le territoire. Et donc ça, c'est un travail que l'on va faire là, justement, dans notre service de l'engagement social là, pour la Bretagne et Pays de la Loire également, puisque j'ai aussi ce territoire-là. Mais en effet, moi, en tout cas, peut-être le mot de la fin, c'est ce que je souhaiterais par rapport au métier que je fais, qui me passionne, c'est de pouvoir effectivement être reconnu comme un acteur sur le territoire, parce qu'il y a des pépites en Bretagne, hein, vraiment, il y a de belles actions qui sont menées, ça ne se voit pas, mais c'est justement travailler ensemble pour être encore plus fort, pour accompagner les plus vulnérables, ça c'est vraiment mon souhait évidemment. Et on a en plus cette possibilité, nous, d'accompagner de façon significative financièrement. Je le dis parce que... c'est bon à savoir, il faut le partager. C'est quand même bon à savoir. Et puis on a une expertise, bien évidemment, de tout ce qui se fait sur le territoire en termes d'emploi et d'habitat aussi. Donc voilà, mettons-nous autour d'une table et travaillons ensemble. Alors on a déjà commencé à le faire depuis 1 heure ensemble. Merci beaucoup Sylvia Porta. Allez, un dernier mot avec Hugues. Je crois que vous aviez encore un message à partager avec nous. Oui, moi j'espère que cette table ronde a donné des idées aux gens dans la salle, et en tout cas moi en écoutant j'en avais une, alors je vous la livre. Je ne sais pas si elle est bonne, je ne pourrais pas m'engager dans sa concrétisation pour des raisons de temps, mais je suis prêt à aider. On a tous dans nos entreprises des PC portables. Ils sont de moins en moins fréquemment achetés, au sens où on en deviendrait propriétaire, où on en amortirait le coût total de possession. Ils sont de plus en plus loués à des entreprises spécialisées, qui sont d'ailleurs très souvent des filiales de banques, dont des banques qui sont représentées ici au FEB. Tous les 3 ans, on les renouvelle, parce qu'ils deviennent quelque part obsolètes dans ce monde d'enfants gâtés qui est le nôtre, et en particulier celui des cols blancs qui les utilisent. Qu'est-ce qu'on en fait? On les rend à leurs parents. Leurs parents, c'est leurs propriétaires. Leurs propriétaires, c'est ces sociétés de leasing spécialisées dans ce domaine. Pourquoi on le fait? Parce que si on ne le fait pas, on en est propriétaire, il y a une valeur de rachat, et on paye des taxes liées effectivement aux engagements de responsabilité environnementale. Donc on les rend gentiment à leurs propriétaires, quand bien même ils veulent venir les chercher, mais en tout cas comptablement, on n'en est pas propriétaire, on les a rendus, ils ne sont plus chez nous. Souvent, ils sont chez nous. Et même s'ils sont chez le propriétaire, qu'est-ce qu'on en fait? On les met à la poubelle. Premier point. Deuxième point, il y a plein de gamins qui font leur rentrée, qui, dans des familles, je ne sais même pas si je dois dire modestes, mais voilà, dans des familles où il y a plusieurs gamins, où les revenus sont, on va dire, modérés, ils n'ont pas de PC, n'ont pas de PC portable. Des gamins de 14-15 ans, pas de PC portable. Et on ne va pas acheter des PC portables neufs pour tout le monde, là où on achète des PC portables, parce que ça coûte cher, parce qu'effectivement ça deviendra vite obsolète, et 2 ans ou 3 ans plus tard, le gamin qui aura grandi voudra le modèle du dessus ou autre chose. Et troisième pan du problème, l'éducation nationale, quelle qu'en soit la tutelle, fonction qu'on est au collège ou au lycée ou après, ne fournit pas, ou très peu, encore très rarement. Bon, alors il y a probablement une entreprise à créer, je dirais une initiative qui peut prendre la forme d'une entreprise, peut-être d'une entreprise sociale et solidaire, qui sera aidée par AG2R, la mondiale, financée par Finoé, aidée par Giboire, qui les mettra peut-être à disposition dans les appartements en accession à la propriété pour le social, pour je sais pas quoi, et puis la SNCF en a plein les cartons des PC, et moi aussi. Il y a probablement quelque chose à créer qui serait cette initiative, cette entreprise, cette ESS finalement,
qui se chargerait de collecter l'ensemble de ces PC, de voilà, les classifier, les répertorier par niveau de puissance, de trucs, machin, les affecter finalement aux catégories utilisables. Bref, tout le monde voit ce que je veux dire. On est au carrefour d'eux. Tout ça puissamment, bien sûr, outillé par le numérique pour identifier l'endroit où ils sont, les répertorier, les présenter, les mettre à la disposition des écoliers, etc. etc. Je sais pas. Bon, la start-up, elle est presque prête à vous entendre. C'est ce que j'avais envie de dire pour illustrer le côté transversal des choses. Je crois que c'est une excellente illustration. On va terminer sur cette idée et on va voir si on ne peut pas la mettre en œuvre collectivement. Merci vraiment à tous les 5 pour votre enthousiasme et l'illustration très concrète que l'on peut effectivement faire de la fertilisation croisée, comme on dit, sortir un petit peu de ces silos ou de ces secteurs de compétences et on voit que lorsque cela se produit, comme ça a été le cas en début d'après-midi ensemble, eh bien il sort de très bonnes idées. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de votre attention et de votre écoute. Vous avez rendez-vous dans cette salle à 15h45 pour un lab consacré aux ODD, vous savez bien ce que c'est, les ODD, les objectifs de développement durable, il y en a 17 des Nations Unies. ODD et performance des entreprises, ce sera avec un collègue de Laurent Bocquer, Dominique Chuffard, qui animera cet atelier. Alors je me trompe, celui-là, les ODD, c'est dans la salle Lamennais, au 3e étage. Ici, dans la salle Chateaubriand, c'est comment, mais c'est très bien aussi, comment améliorer le lien entre formation et entreprise. Et c'est Fanny Bayard de Rennes School of Business qui sera à la manœuvre pour animer ce lab. Les deux démarrent et à 15h45 précise. Voilà, vous pouvez continuer d'explorer et regarder la vue du Palais du Grand Large, écouter la FEP TV et vous rencontrer pour prolonger les débats. Merci de votre écoute, à tout à l'heure.